Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos mots d'encouragement et compliments que j'ai reçus depuis la création de ce podcast en octobre. Ça me fait vraiment ma journée. Les échanges que j'ai avec vous me permettent aussi de savoir quels sont les changements que vous vivez en ce moment et adapter mes épisodes aux problématiques qui seraient les plus pertinentes pour vous. En fait, via ce podcast, j'aimerais avant tout vous aider et vous accompagner dans vos changements. Donc si vous souhaitez que j'aborde un thème particulier, dites-le moi sur les réseaux sociaux, par mail ou via les avis iTunes si vous utilisez la plateforme Apple Podcast. Dans tous les cas, je serai vraiment ravie de discuter avec vous et encore un grand merci. Aujourd'hui, je vous amène en Chine. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au yoga, je suis fascinée par la façon dont certaines cultures orientales conçoivent le bien-être en prenant en compte l'esprit et le corps comme une unité. De plus, notre environnement a une influence considérable sur notre santé mentale et sur notre bien-être en général. Et quand on change de travail ou de maison, ça peut avoir un énorme impact, que ce soit négatif ou positif, sur nous. C'est pour ça que depuis le début, j'avais envie de parler de ce type de changement. Et quand j'ai rencontré Geneviève Carle lors d'un atelier organisé par My Happy Job, le webzine du bien-être au travail, j'étais tout de suite sûre que je voulais aborder ce thème grâce au feng shui et à une culture qui voit le monde différemment. Geneviève Carle est fondatrice du Feng Shui Lab. Elle propose des consultations de feng shui, du coaching sur le Bazi, on verra ce que c'est pendant l'épisode, et des formations de feng shui pour les particuliers et futurs consultants. Je vous invite également à voir son blog sur son site internet. Parler avec Geneviève de la Chine, de Bazi et de feng shui était vraiment rafraîchissant et m'a permis de voir la culture chinoise sous un autre angle. Je suis donc très contente de partager avec vous ma conversation avec Geneviève Carle. Changes come, changes go. There's always change. Seasons change. Bonjour Geneviève. Bonjour Laura. Comment tu vas ? Très bien, je te remercie. Merci beaucoup de participer à cette interview. Donc aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros changements qu'on vit tous plusieurs fois dans la vie, déménagement et l'endroit où on habite ou l'endroit où on est. Toi, tu es spécialiste donc de Feng Shui. Oui, Tu c'est ça. es fondatrice du Feng Shui Lab Oui. que tu as créé en 2013 à Hong Kong. On va d'abord parler, avant de parler du vif du sujet, je voudrais que nos auditeurs te connaissent. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous indiquer quels sont aussi les changements que tu as vécus ? D'accord, ok. Écoute, donc je m'appelle Geneviève Carle, j'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai 2 filles de 9 ans, bientôt 14 ans. Donc en termes de changement, avoir des enfants, c'est un changement. Voilà, ouais, ça change un peu tout. Voilà, alors après, écoute, en termes de parcours académique et professionnel, disons qu'il y a eu une première partie assez classique. J'ai fait des études de compta et de finance à Dauphine. Et ensuite, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, dans les directions financières, pendant une petite quinzaine d'années. Et en 2011, mon mari a eu une proposition de poste à Hong Kong. Donc, on est parti vivre là-bas. Donc, gros changement pour toute la famille, changement de décor, changement d'environnement, et voilà. Et pour moi, ça a signifié aussi changement de vie professionnelle, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, parce que donc au départ, on devait partir 3 ans, et puis finalement, on a passé 7 ans en tout à l'étranger. Et donc, ma dernière avait 7 mois quand on est parti à Hong Kong. Donc, moi, j'ai pris un congé parental, et donc, mon seul objectif, c'était de souffler un peu, de faire une petite parenthèse pour m'occuper de mes filles tranquillement, parce que je trouve que travailler à 2 avec des enfants bas âge, c'est un peu trash. Donc là, du coup, c'était une petite parenthèse qui était bienvenue, qui tombait au bon moment. Et voilà, et écoute, j'ai adoré Hong Kong, et donc de fil en aiguille, j'en suis venue à me former au feng shui et à l'astrologie chinoise. Et donc, comme tu disais, j'ai monté ma première boîte là-bas en 2013, qui a bien marché. Donc en fait, moi, mon but en montant cette boîte, c'était de faire connaître le feng shui, l'astrologie chinoise, et par là, la culture hongkongaise aux Occidentaux établis à Hong Kong. D'accord. Donc j'ai commencé à travailler avec les Français, puis après avec les Américains, les Anglais, les Australiens, etc. Bref, tous les Western établis à Hong Kong. Les expatriés. En fait. C'est ça. D'accord. Voilà, donc en 2015, on est parti habiter à Londres. Et là, j'ai recréé une nouvelle boîte, mais en fait avec les mêmes services. Donc, The Feng Shui Lab. On est resté 3 ans à Londres et on est revenu ici en France à l'été 2018, donc ça fait un peu plus d'1 an.
Et puis voilà, donc je continue sur ma lancée. Et voilà, donc gros changement, tu vois, ce départ. Au début, c'était un petit peu une sorte de saut un peu dans l'inconnu. Et puis finalement, pour moi, c'était un changement de vie professionnelle, quoi. Et justement, je pense que le feng shui, c'est un peu comme le yoga. On entend parler beaucoup Mhm. de ça, mais peu de personnes savent vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation sur le feng shui? Alors, moi, j'ai étudié le feng shui traditionnel chinois. Et c'est vrai qu'en feng shui, en fait, il y a plein de disciplines qui s'occupent d'aménager l'espace, en fait, et qui s'appellent feng shui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc moi, ce que je fais, c'est du feng shui traditionnel chinois, le feng shui qui a vu le jour il y a 6000 ans en Chine. Voilà. Donc le feng shui en lui-même, c'est la façon dont on va optimiser les énergies à l'intérieur d'un espace donné. Donc les énergies, c'est le qi, pour que nous, êtres humains, placés dans cet espace, on en tire le meilleur parti possible. D'accord. Voilà, donc ça c'est le feng shui. Et le feng shui, il fait partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle la trinité cosmique. Donc ça c'est super important dans la philosophie du feng shui traditionnel chinois. Donc que nous dit la trinité cosmique, c'est que nos vies sont gouvernées en quelque sorte par 3 piliers qui vont influer à 1/3 chacun sur nos vies. Donc premier pilier, c'est l'astrologie chinoise qu'on appelle le Bazi. C'est en fonction de notre date de naissance. En fait, ta date de naissance, le moment où tu nais, c'est celui où tu vas, en quelque sorte, inspirer ta première bouffée de qi. Et c'est ça qui va déterminer ton Bazi, ton thème astral chinois. Donc, le Bazi va nous dire quelles sont nos capacités, quelles sont nos compétences, quelles sont nos forces, en fait. Et donc, quand on est un tout petit bébé, évidemment, on n'en a pas, tu vois, enfin, je veux dire, on les a pas manifestés, mais le but, c'est de les connaître pour savoir ce que tu vas pouvoir développer tout au long de ta vie. Et le Bazi va nous dire également quelles sont les opportunités qu'on va rencontrer au cours de notre vie. Voilà, donc c'est ce que les Chinois appellent le good luck, le bad luck. Donc eux, ils le font pour tout. Donc c'est ce qu'ils appellent life reading, donc ils le font pour la carrière, l'amour, la santé, voilà. Sur tous les aspects de leur vie. Sur tous les aspects de leur vie. Et moi, je le fais aussi, mais je le concentre sur la carrière parce que je trouve que c'est là où c'est le plus pertinent, en fait. Donc, voilà. Donc, le Bazi, c'est censé, si tu veux, influencer notre vie à 1/3. Donc, l'idée, c'est, je sais en quoi je suis bon, je sais quelles sont les opportunités que je vais rencontrer et le chemin que je dois suivre. Donc, en fait, c'est un guide pour moi, pour m'aider à tracer ma route de manière la plus éclairée possible. D'accord ? Donc, c'est ça la philosophie. Ensuite, le feng shui, c'est la façon dont je vais aménager mon espace, que ce soit mon espace de travail, mon espace de vie, pour qu'il me nourrisse au maximum et que du coup, je vive bien, je dorme bien, je travaille bien. D'accord ? Donc, c'est en gros, si j'aménage mon espace selon les principes du feng shui, je mets toutes les chances de mon côté pour me sentir le mieux possible. Et avec le Bazi et le feng shui, alors le dernier pilier, c'est le libre arbitre. Et donc, je suis capable de prendre des décisions éclairées et de prendre les meilleures décisions possibles, de prendre les meilleures actions possibles pour mener ma vie le mieux possible. Donc ça, c'est la philosophie de la trinité cosmique. Donc parler de feng shui sans parler du reste, ça n'a pas trop de sens. C'est assez intéressant parce que du coup, on commence un peu par nous-mêmes et ce qu'on a hérité, ce qu'on a inné. Ensuite, on travaille sur notre environnement. Et puis ensuite, c'est là qu'on décide d'agir, de commencer. D'accord. C'est ça, exactement. Donc, c'est censé être 1/3, 1/3, 1/3. Voilà, ça, c'est la combinaison idéale, en fait. Sachant qu'à Hong Kong, le Bazi, l'astrologie chinoise, ça a une influence, je dirais, peut-être à 70% sur la vie des Hongkongais. Par exemple, pour te donner un petit exemple, une Hongkongaise, quand elle est enceinte, elle va aller voir son maître feng shui, elle va lui dire, voilà, mon bébé doit naître le 20 avril. Faites-lui son Bazi pour voir du coup un peu quel va être son caractère, quelle va être ses opportunités. Et donc là, le maître feng shui fait le Bazi du bébé avec la date de naissance du 20 avril. Il dit, oh, c'est pas terrible, il va être en bad luck, il va pas gagner beaucoup d'argent, parce que l'argent c'est très important à Hong Kong. Ah bon, mais par contre, s'il naît le 31 mars, c'est beaucoup mieux.
il aura un super badi, il sera en good luck. Et donc, césarienne, pour que le bébé naisse le 31 Ah mars. oui, il force en fait. Exactement. Et donc, c'est culturel. Donc, il y a la mère les parents qui sont OK, le maître feng shui qui est d'accord, et l'obstétricien, tout le personnel médical qui est d'accord aussi. Et donc, c'est comme ça qu'à Hong Kong, on se retrouve avec un taux de césarienne de 60%. Tu vois, à titre de comparaison, en France, c'est 20%. Et aux US, où ils font des césariennes de confort, j'adore ce mot, c'est à peu près 30%, ce qui est déjà énorme. Mais là, on est à 60% parce que badi. Et donc, en fait, c'est un peu... pour moi, c'est pas une très bonne utilisation Oui, bien du sûr. badi, parce que là, le libre arbitre du bébé, un peu ignoré, quoi. Et puis je sais pas par rapport au texte ancien, enfin je sais pas si est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on change vraiment le bâti en posant quelque chose qui n'est pas naturel. Justement, voilà, c'est un peu... du coup, le bébé ne naît pas quand il doit naître, donc on force un peu le destin, du coup. Donc le bâti c'est quelque chose qui a priori on peut pas changer, c'est quelque chose qu'on a en nous exactement. et qui voilà, C'est qu'on a ça. hérité. Alors, c'est pas un héritage, c'est, si tu veux, c'est un petit peu comme ton patrimoine génétique, sauf que c'est ton patrimoine, je sais pas comment on pourrait dire, de destinée. L'idée, c'est, en fait, c'est c'est tout ce que tu as reçu à la naissance, et l'idée, c'est de construire ta vie avec le jeu de cartes que tu as reçu à la naissance. Et donc du coup, en partant de ce principe que donc, du coup cette partie reste la même pour toute notre vie, qu'est-ce qui nous dit quand on parle donc du coup de cette philosophie, quand on change d'espace, qu'est-ce qui nous dit le feng shui? En fait, quand on change d'espace, il faut regarder si cet espace-là va nous être favorable en fonction des règles du feng shui. Alors après, le mieux, c'est de faire une expertise. Mais quand on change d'espace, il y a des règles, des principes simples que chacun peut regarder en fait lui-même. Quand on va faire l'évaluation feng shui d'un espace, on va commencer par regarder l'extérieur, l'environnement extérieur. Et donc ça, c'est assez facile pour chacun de voir. Première chose qu'il faut faire, c'est déterminer la façade de ta maison, de la maison où tu vas emménager ou de l'appartement où tu vas emménager. Donc voilà, sachant que dans un immeuble, il faut bien étudier la question parce que ça dépend comment les appartements sont organisés à l'intérieur de l'immeuble. Bref, c'est la façade de l'appartement où toi tu vas emménager. Et donc, une fois qu'on a déterminé la façade, il faut regarder ce qu'il y a à droite de la façade et ce qu'il y a à gauche de la façade. Donc ça peut être d'autres immeubles, des maisons, ou si on est dans la nature, des montagnes, enfin bref. Ce qu'il y a à gauche et à droite, donc à gauche, c'est l'énergie yang, c'est le dragon, et ce qu'il y a à droite, c'est l'énergie yin, le tigre. D'accord ? Donc l'idée, c'est que ce soit équilibré. Et on est bien d'accord, c'est à droite, quand on regarde la façade, on est en face de la façade, on est en train de la regarder. Et donc, c'est ça en fait, tiens, je t'ai amené un schéma parce que c'est plus sinon. Voilà, donc si tu veux, quand tu es dans le sens de la façade, c'est-à-dire que si tu es à l'intérieur de ton appartement, main droite, tigre, main gauche, dragon. Et donc, il faut que ce soit équilibré, parce que sinon, ça va créer des déséquilibres à l'intérieur. On a l'équilibre à l'extérieur, c'est déjà une bonne chose. Donc déjà, il faut que ça soit intéressant pour nous d'un point de vue extérieur quand on choisit exactement. à déménager c'est ou ça. quelque chose comme et ça. Donc ça, c'est facile à voir pour tout le monde en fait. Donc ça, première chose, équilibre du tigre et du dragon à l'extérieur. Ensuite, protection à l'arrière de l'immeuble ou de la maison, à l'extérieur toujours. Donc ça, la protection, c'est la tortue. Donc il faut avoir une montagne ou un autre immeuble ou des maisons derrière qui nous protègent. Si on est bien protégé à l'arrière, alors il faut que ce soit une protection mais qu'il ne soit pas trop près, sinon c'est oppressant. Voilà, donc a priori, si c'est bien protégé à l'extérieur, on se sentira bien protégé à l'intérieur. Et dernière chose à regarder, c'est la vue, la perspective qu'on a. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénix. Donc l'idéal étant d'avoir une belle vue dégagée sur la mer, donc voilà. Mais bon, par exemple, si j'ouvre mes fenêtres et que j'ai une vue sur les toits de Paris, c'est très bien aussi, ou j'ai vue sur un parc, enfin bref, toi, ça n'a pas forcément besoin de porter à des kilomètres, mais l'idée, c'est d'avoir une vue dégagée pour se sentir libre, en fait. Voilà, tu vois, c'est protégé sur l'arrière, mais avec une vue dégagée pour que ta vue porte, que tes idées portent. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes? Pour tout le monde, Okay. Ouais. C'est vraiment, on travaille sur l'espace. Donc, c'est les règles applicables à l'espace. Donc après... On va travailler du coup, mais déjà si on a cette configuration-là à l'extérieur, c'est très favorable et donc du coup, ça va avoir évidemment une influence positive sur l'intérieur. Et l'intérieur? Alors l'intérieur, écoute, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Déjà, si on a le plus de lumière naturelle possible, évidemment, c'est mieux. Après, il y a plein de règles de bon sens. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être expert en feng shui pour voir qu'un appart super lumineux, c'est beaucoup mieux que... une cave, par exemple. Habiter à côté d'un cimetière, c'est pas terrible. Enfin, voilà.
Enfin, après, il y a toutes ces questions d'environnement qui sont du bon sens. Donc à l'intérieur, donc pour l'analyse des énergies, donc la répartition du chi à l'intérieur, ça, c'est une expertise en fait. Après, il y a des règles de base à respecter pour le placement des lits et des bureaux. Donc un lit dans une chambre, il faut que la tête de lit soit contre le mur. Donc là encore, c'est la tortue qui va nous protéger. Et que donc, la tête de lit soit contre le mur, que le lit ne soit pas placé entre la porte et la fenêtre, parce que le chi rentre par la porte et il sort par la fenêtre. Donc si je suis entre la porte et la fenêtre quand je suis dans mon lit, c'est comme si j'étais en plein courant d'air, donc je ne vais pas bien dormir. Et il faut que quand je suis dans mon lit, je puisse voir la porte, c'est-à-dire toute personne susceptible de rentrer. En fait, il faut que je contrôle, que je maîtrise mon environnement. Et à cette condition-là, quand je suis dans mon lit, je vais pouvoir bien lâcher prise et donc bien dormir. Parce que si je ne maîtrise pas mon environnement, que je dors par exemple dos à la porte, eh bien, ça va me préoccuper et donc je ne serai pas tranquille et donc je ne pourrai pas lâcher prise et dormir correctement. Donc ça, c'est la règle pour placer les lits. Et en fait, la règle pour placer les bureaux, c'est la même. Donc, du coup, si on a une chambre qui fait aussi bureau, il faut choisir si on préfère dormir ou travailler. Parce que le bureau, c'est la même chose. Quand on est assis à son bureau, il faut qu'on ait un mur derrière soi. C'est la protection. Et donc, assis à son bureau, on voit toute la pièce. Donc, on voit qui rentre, c'est-à-dire les menaces éventuelles, et que le bureau ne soit pas placé entre la porte et la fenêtre. Donc, pas dans le trajet du chi. Non, c'est pas le cas parce que en fait, ça c'est bien si on a un bureau, soit individuel, soit éventuellement avec pas trop de bureaux. Mais quand on est en open space, l'idée c'est de caser un max de personnes. Et donc forcément, il y en a qui sont pas très très bien placés. Et donc c'est dommage parce que ça nuit à la productivité. Parce que l'idée c'est quoi ? C'est quand on est assis à son bureau de cette façon, avec cette protection dans le dos, en maîtrisant son environnement, l'environnement n'est plus... si tu veux, la menace potentielle de quelqu'un qui rentrerait par la porte et qu'on ne verrait pas n'existe plus puisque je maîtrise cet environnement. Donc du coup, ça ne me préoccupe plus. Donc du coup, je suis à 100% à ce que je fais. Donc je suis super concentrée, donc je suis super efficace, super productive, etc. Et accessoirement, je me fatigue moins puisque je n'ai pas à me préoccuper de qui va rentrer et qui va venir par-dessus mon épaule regarder ce que je suis en train de faire. Voilà. Et donc quand on est dos à la porte... c'est une préoccupation, tu vois, même inconsciente, et donc du coup, on n'est pas super à fond dans ce qu'on fait. Mais c'est logique en fait. Ouais, c'est logique, mais bon, tu vois, le réflexe, souvent, c'est de mettre le bureau contre le mur. Donc si je suis contre le mur, je suis souvent dos à la porte. Voire sous une fenêtre, donc ce qui est bien, parce que j'ai la lumière naturelle. Mais le mieux, c'est de mettre le bureau perpendiculaire à la fenêtre, comme ça j'ai la lumière naturelle, mais je suis face à la pièce, et donc je contrôle maîtrise mon espace. Mon espace, exactement, voilà. Donc ça, c'est pour l'intérieur, c'est un peu les règles générales. Et voilà. Ensuite, en fonction de chaque personne, il y aura donc du coup des règles qui seront applicables pour le reste de l'aménagement, c'est ça ? Exactement. Alors, en fait, quand on fait une évaluation feng shui, ça dépend, la répartition du chi à l'intérieur de l'espace dépend de la façade. Donc, on va prendre l'orientation de la façade. Et ça dépend, il y a une dimension temporelle, ça dépend de la date de naissance de l'espace en lui-même. Donc, c'est un peu le bâti à l'espace aussi. Exactement, c'est le bâti de la maison. Mais sachant qu'en pratique, c'est pas facile de connaître exactement la date de naissance d'un espace. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la date de construction ? Si c'est la date de construction, c'est quoi ? C'est la date où j'ai mis la première pierre, la date où tout fonctionnait, l'eau, le chauffage, etc. Donc, si on a un projet de construction, c'est facile. On peut dire que c'est la date à laquelle j'emménage pour la première fois dans ma maison. C'est là où elle va prendre naissance. Si j'habite à Paris et que je regarde mon bail, c'est hyper compliqué en fait. Souvent, on vous met avant 1949, c'est un peu vague, donc parce qu'on raisonne en période de 20 ans. Voilà, donc on a besoin de plus de précision. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend la date d'emménagement comme point de départ pour l'analyse du feng shui. La date d'emménagement de la famille ou de la personne dans l'espace qu'on est en train d'étudier. Donc ça, c'est pour l'espace en lui-même. Et ensuite, pour les personnes qui vont vivre dans cet espace, la date de naissance de chacun va avoir une influence sur la meilleure position des lits et des bureaux. Parce qu'on a chacun, en fonction donc de notre date de naissance, 4 directions favorables pour dormir et pour travailler.
Un même espace peut convenir à une personne, ne peut pas convenir à une Exactement. autre. Après, on ne peut pas prendre de décision en feng shui basée sur, si tu veux, un seul axe d'analyse. Il y a plein de couches qui vont se superposer. On analyse l'environnement extérieur. Et dans l'environnement intérieur, il y a on analyse plusieurs choses. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va en tirer des conclusions. Mais on ne peut pas dire, on peut pas se baser sur une chose pour dire il y a un bon feng shui, il y a un mauvais feng shui. Donc, sachant qu'au niveau des dates de naissance, en fait, en fonction de la date de naissance de chacun, on calcule ce qu'on appelle un nombre gua. Donc, il y en a 8. Et donc, c'est pour chacun de ces 8 nombres gua que les directions favorables pour dormir et pour travailler sont déterminées. 8, c'est pas non plus un nombre énorme. Donc, dans une même famille, on peut très bien tous avoir les mêmes directions favorables. Voilà. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être le contraire. Et à ce moment-là, comment on fait ? Dans ce cas-là, il faut analyser l'espace pour savoir quelle chambre va correspondre à telle ou telle personne. Et du coup, il faut, si c'est possible évidemment, placer les gens dans les chambres où d'une part il y a les meilleures énergies pour la santé et les chambres où on va pouvoir positionner leur lit de telle sorte à ce qu'ils puissent dormir selon leur direction personnelle favorable. Maintenant, si je me place dans une situation où il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément déménager, mais veut rendre son espace plus favorable, à part donc le lit, le bureau dont on a parlé, est-ce qu'il y a des choses que ces personnes pourraient faire ? Alors après, quand on fait une analyse feng shui, on va travailler donc sur le qi. Et donc le qi, quand on fait l'analyse des énergies au sein d'un espace, en fait, donc en fonction de l'orientation et de la date d'emménagement, disons qu'on part là-dessus, on va construire ce qu'on appelle le diagramme des étoiles volantes. Donc je divise un espace en 8 secteurs qui correspondent aux 8 directions cardinales. Et à l'intérieur de chacune de ces directions cardinales, on a du qi et en fait, il faut analyser la qualité du qi à l'intérieur de chacune de ces zones. Ce qi prenant, si tu veux, ce qi étant un des 5 éléments, l'eau, le feu, le bois, la terre et le métal. Donc en fait, c'est en analysant les combinaisons entre ces 5 éléments à l'intérieur d'une direction cardinale donnée qu'on va savoir si le qi est bon ou mauvais. Et ensuite, il va falloir, si le qi est bon, on va aller l'optimiser davantage en utilisant un des 5 éléments. Et si le qi est mauvais, il va falloir l'affaiblir en utilisant également un des 5 éléments. Mais ça, on ne peut pas le savoir sans avoir fait l'analyse feng shui, en fait. Donc après, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est aller placer les 5 éléments dans chacune des directions cardinales en fonction des recommandations de l'analyse feng shui. Voilà. Donc, par exemple, si on vous dit qu'il faut mettre de l'eau, eh ben, il va falloir aller placer de l'eau réelle. Parce que donc, pour les 5 éléments, on a soit l'élément lui-même, donc l'eau, c'est de l'eau, le métal, etc. Mais il y a aussi des couleurs qui correspondent. Donc, par exemple, si de l'eau, je peux mettre un mur bleu, ça sera de l'eau. L'élément lui-même est plus puissant, mais la couleur, ça marche aussi, dans une moindre mesure. Donc, c'est pour ça que les Chinois adorent les aquariums qui font glouglou, et les fontaines et tout ça, parce que c'est de l'eau qui bouge, qui est visible. Donc c'est ce qu'on aime bien en feng shui. Mais bon, moi en général, je recommande à mes clients, quand ils ont besoin de mettre de l'eau, de mettre un grand vase transparent, tu vois, genre avec des fleurs, et de changer l'eau tous les jours. Ça marche aussi, en fait. À partir du moment où il y a une quantité d'eau suffisante, ça marche. Voilà, donc après, il faut aller placer les 5 éléments dans l'espace. Et pour le bureau, comment on fait ? Disons quelqu'un qui change d'emploi, il aménage dans un nouveau bureau. On ne peut pas toujours placer un vase. À Hong Kong, ils le font. En fait, c'est vraiment dans les mœurs. Donc, quand tu changes de bureau, tu appelles ton maître feng shui et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et donc, il vient aménager ton bureau et donc, du coup, hop. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, pourquoi pas le faire en France, tu vois. Et justement, c'était Là, je me demande, parce qu'on a commencé à parler du fait que, donc, du coup, tu as commencé à proposer ces services à des expatriés. On sait que la pensée occidentale n'est pas du tout... quand même très différente à cette vision. Quelles étaient les impressions des personnes que tu accompagnes ? Écoute, c'était super positif. Effectivement, au début, je me suis dit, bon, je vais lancer ça, on verra bien. Et en fait, j'ai commencé par faire des ateliers. À Hong Kong, j'ai fait des ateliers découvertes
que je me disais que c'était intéressant, enfin moi j'avais trouvé ça intéressant de comprendre le pays dans lequel j'habitais et je me disais qu'il y a d'autres gens qui devaient penser la même chose que moi. Donc j'ai fait des ateliers découvertes justement pour expliquer un petit peu ce que c'était le feng shui et l'astrologie chinoise et comment les Hongkongais l'appliquaient et le vivaient. Ce qui permettait finalement de comprendre, ah oui, tiens, j'ai tel collègue qui fait ça, c'est parce que voilà. Donc du coup, ça permettait de comprendre cet environnement. Et en fait, les Hongkongais ils ont un côté hyper superstitieux. Donc ils utilisent beaucoup de gris-gris. Et le feng shui, c'est pas ça, en fait. Donc mon idée, c'était de montrer que on dépasse ce truc des dragons partout, des grenouilles et tout ça. Et si on revient à l'essence même du feng shui, en fait, ça marche pour tout le monde, qu'on soit chinois, qu'on soit occidental, ça marche. En fait, il faut revenir à l'essence du truc, et c'est très puissant, et ça marche, quelle que soit notre nationalité, notre culture, en fait. Et puis, voilà, donc j'ai commencé par ça. Après, j'ai fait des ateliers pratiques, où en fait, chacun venait avec son plan de chez lui, et on travaillait ensemble sur une pièce, voilà. Et donc, je faisais des ateliers, tu vois, on était 4-5. Donc, déjà, ça permettrait de se rencontrer, d'échanger. C'était un moment sympa. Et puis, du coup, ça permettait de comprendre la démarche, de l'appliquer à chez soi et de repartir avec, tu vois, une feuille de route, des choses claires à mettre en place. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, après, j'ai écrit ma consultation d'astrologie chinoise. Donc, au début, je ne voulais pas parce que je me suis dit, moi, l'astrologie chinoise, j'adore. Je trouve que c'est super puissant, mais ça ne va jamais marcher pour des Occidentaux. Et puis, justement, j'ai une femme que j'ai rencontrée à ces ateliers qui m'a dit, mais si, allez-y, c'est génial, je serai votre première cliente. Donc, j'ai monté ma consultation, c'était ma première cliente. Et puis, pouf, de fil en aiguille, tu vois, elle en a parlé à plein de monde, elle m'a recommandé plein de monde, et c'est parti comme ça. Et puis voilà, quoi. Et les changements, tu les ressens, les personnes qui, donc, du coup, vont faire cette consultation avec toi, avec un expert, et qui ensuite changent leur environnement, donc du coup sont beaucoup plus conscients de leur profil. Les bénéfices qu'on en tire, c'est des bénéfices qu'on va ressentir tout de suite? Est-ce qu'il faut du temps? Comment ça se passe? Ouais. Alors, pour le feng shui, par exemple, j'ai fait plusieurs fois des évaluations pour des personnes qui avaient des problèmes de sommeil chez elles. Et donc, du coup, on change la chambre ou on change de chambre. Ça dépend si on a plusieurs chambres. Il y a voilà, ça peut arriver qu'on ait choisi la mauvaise chambre. Donc, les énergies sont tellement mauvaises que quoi qu'on fasse, ça ne va pas marcher, on ne va pas bien dormir. Donc là, c'est tout simple, il faut changer de chambre. Mais bon, ça, c'est en analysant qu'on trouve la solution. Et donc là, c'est assez radical. Si on travaille sur la chambre, en une nuit ou deux, ça peut être réglé. On ne dormait pas, on dort. Après, il faut aménager son espace selon les règles du feng shui, mettre en place les recommandations. Et moi, je préconise toujours de vivre dedans pendant 2 semaines, 3 semaines. Et normalement, si on a tout bien fait comme il faut, là, on doit commencer à ressentir vraiment les bienfaits. Tu vois, on dort bien, on se sent vraiment bien chez soi. C'est un espace où on se sent bien et vraiment qui est ressourçant. Et donc voilà, ça, tu vois, en 2-3 semaines, on est bien. C'est vrai qu'il y a des endroits, des espaces où on se sent tout de suite très très bien, et voilà. D'autres où même si on a la bonne volonté pour être bien, passer un bon moment, en fait il se passe quelque chose qui Exactement. fait que voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Tu vois, il y a des fois, c'est inexplicable. Et en fait, quand on fait une analyse feng shui, ok, ça saute aux yeux. Oui, non, là, les énergies font que de toute façon, ça ne sera jamais bien, quoi. Quelqu'un qui vit une période de changement, est-ce que tu recommanderais de changer l'environnement? Est-ce que ça va avec le changement qu'on peut vivre dans nos vies? Ou au contraire, quand on vit une période de changement, est-ce que le fait que l'environnement soit stable est une chose qui peut nous aider à nous ancrer, nous sentir plus stable, par exemple? Je pense qu'en fait, il faut stabiliser ton environnement et ensuite te lancer dans tes projets, etc. Voilà. Mais tout changer en même temps, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Je l'ai déjà fait. Alors, tu survis, mais je pense que c'est pas l'idéal, en fait. C'est la philosophie du feng shui, en fait. Si je m'installe quelque part, j'étudie mon environnement et je l'aménage de façon à en tirer le maximum, que ce soit sur les aspects santé, relationnels, sur les aspects carrière, argent, etc. Donc, j'aménage mon environnement pour optimiser les énergies, pour qu'elles me nourrissent au maximum.
Et ensuite, du coup, je vais être capable de me lancer dans mes nouveaux projets. Voilà, c'est vraiment la philosophie. Voilà, donc moi, ce que je recommanderais, c'est de s'installer, de se créer un environnement stable, nourrissant, un ancrage, comme tu dis, et après, de, de se lancer. De se lancer sur le champ. Voilà, exactement, ouais. Le fait qu'on interagit tout le temps avec des nouvelles personnes ou qu'on aménage avec des nouvelles personnes, parce que ça peut être aussi un changement intéressant dans notre espace, Ouais. où est-ce que ça rentre en fait dans cette philosophie Ça, je pense que c'est plutôt le bâti. En fait, dans le bâti, tu vas avoir des indications, donc déjà sur qui tu es, et quelles sont les personnes avec lesquelles tu vas être en affinité. Donc le bâti, encore une fois, on travaille sur les 5 éléments, l'eau, le feu, la terre, le métal, le bois, et sur les polarités yin et yang. Et en fonction de qui on est, donc ça c'est dans le badi, c'est notre maître du jour. Donc le badi, on part de la date de naissance. Donc badi en chinois ça veut dire 8 caractères, parce qu'on part des 4 dimensions de la date de naissance, le jour, le mois, l'année, l'heure, qu'on va décliner sur 2 autres dimensions. Une dimension qu'on appelle le tronc céleste et une autre dimension qu'on appelle la branche terrestre. Voilà, et donc c'est là où les animaux du zodiaque chinois rentrent en jeu. Et donc en fonction de qui nous sommes, donc c'est-à-dire c'est le tronc céleste du jour de naissance. Donc quand on parle d'astrologie chinoise, on a tous en tête l'année. Je suis dragon, c'est merveilleux. Je suis rat, c'est nul, pas du tout. Chaque animal a ses qualités, en fait. En fait, l'année, si tu veux, c'est pas si important que ça. Ce qui est super important, c'est le jour. C'est le jour de notre naissance qui va déterminer tout le reste, et le mois. Et donc, en termes de relations, en fonction du jour de notre naissance, il y a des personnes avec lesquelles on va être naturellement en affinité en fonction de elles, du jour de leur naissance. Et voilà, donc c'est intéressant de faire son badi, du coup, pour savoir tout ça. Aussi Voilà. de qui s'entourer en fait. Exactement, pour savoir de qui s'entourer. En termes de... C'est intéressant aussi de savoir avec quelle personne tu vas préférer partager ta vie, ce que tu vas rechercher dans une relation. Bon, moi, je trouve ça super puissant. Et ça peut être un peu déstabilisant, en fait, mais... Voilà. Quel est le lien justement entre notre date de naissance? Pourquoi notre date de naissance définirait notre bâti? C'est quelque chose que j'arrive pas à... En fait, c'est le chi que tu vas inspirer pour la première fois quand tu nais. Et donc, c'est comme ça qu'est construit, si tu veux, le thème astral. Donc, D'accord, ok, je pense que je comprends. En fait, le chi qu'on va inspirer à ce moment-là peut être très différent du jour au lendemain. Ah oui, complètement, bien sûr. Déjà, c'est différent. On raisonne en période de 2 heures. Donc déjà, c'est différent toutes les 2 heures. Donc évidemment, du jour au lendemain, c'est différent aussi, quoi. Et l'endroit n'a pas du tout une influence? Si, l'endroit a une influence aussi. Moi, quand je fais une analyse bâtie, on a besoin de la date de naissance complète avec l'heure et le lieu de naissance. Ça va avoir une influence. Est-ce que toi, t'as prévu des futurs changements dans ta vie, dans ton projet? Dans mon projet professionnel, je t'ai parlé des ateliers que j'avais montés à Hong Kong. J'aimerais bien les remonter en France. Mais là, je suis un peu encore en train de regarder. Donc, il faut que je trouve des lieux. Et puis surtout, un moyen de communication, en fait. À Hong Kong, c'était très facile parce que j'ai commencé à travailler dans la communauté française qui n'était pas très grande. Donc, si tu veux, le bouche à oreille, ça marche en 5 minutes. Voilà. Mais ici, après, il y a plein d'opportunités. Il y a plein de... Voilà, donc il faut juste que je me penche un peu sérieusement sur la question. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis écoute, sinon, changement à venir, on vient d'acheter une maison à Versailles, là. Et donc, on l'aura au mois de décembre, je pense. T'as fait l'analyse? Alors, je suis en plein dedans, tout à fait. Et donc, c'est un peu un gros projet parce que depuis que j'ai étudié le feng shui, j'ai toujours habité en location, en fait. À Hong Kong, évidemment, à Londres aussi. Et puis, quand on est arrivé en France, on a pris une location parce que, tu vois, on ne savait pas trop où on allait atterrir. Donc, histoire de voir un peu si ça allait nous plaire. Donc, du coup, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Et puis là, je vais avoir ma maison. Donc, on va faire des gros travaux de rénovation, etc. Donc, j'ai un peu carte blanche, tu vois, pour le feng shui. Donc, voilà, c'est un peu excitant, quoi. On va finir par la dernière, une dernière petite question. C'est la question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer n'importe quelle chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Écoute, je crois que...
Je rendrais notre planète toute belle et toute propre, sans plus de pollution, plastique, etc. Parce que je pense que c'est assez fondamental. On peut avoir tous les projets qu'on veut. Si on continue comme ça, on ne va pas aller bien loin. C'est vrai. Et c'est vrai Et que voilà. le plastique, ça fait pas partie des 5 éléments. Non, ça ne fait pas partie des 5 éléments, assez bizarrement. Tu vois, voilà. Et dans la philosophie originelle du feng shui, c'est l'influence de la nature qui est la plus importante, en fait. Voilà, on a besoin de la nature, elle nous nourrit. Mais c'est un beau mot de la fin, je trouve. Il faut vivre finalement en harmonie avec la nature si on veut être bien. Exactement, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup Geneviève. Je t'en prie, avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.